Chaque bureau a ses types. Le plus travailleur fait des semaines de 60 heures, corrige les erreurs de tout le monde et s'épuise. Il y a aussi l'autre gars, qui se contente de répondre « ça marche » à chaque mail. Lors des licenciements, le travailleur acharné est renvoyé, tandis que l'inactif garde son emploi et son salaire. Pourquoi ? Car la machine d'entreprise moderne dissimule un secret brutal. La méritocratie est morte, le travail acharné est puni et non récompensé. La paresse est une stratégie de survie calculée. L'employé paresseux n'est pas passé entre les mailles du filet. Il a piraté le système des ressources humaines pour se rendre totalement inlicenciable. La vérité, c'est que les parasites d'entreprise vivent éternellement, tandis qu'être le meilleur dans son travail est le moyen le plus rapide de détruire sa carrière. Chapitre 1. L'art du minimum. À l'intérieur de l'algorithme défaillant de l'Amérique corporative, ne rien faire du tout finira par vous mener à l'échafaud. Voir des employés inutiles se faire virer renforce le mythe que la paresse ne paie jamais. Vous pouvez exceller au travail en étant paresseux, à condition d'être malin. Quand il s'agit du lieu de travail, être paresseux, c'est simplement l'art d'avoir une vraie clarté en ce qui concerne les priorités. Un travailleur acharné adapte ses résultats à ce qu'il croit que l'entreprise attend de lui. Pendant ce temps, une personne paresseuse, surtout si elle sait durer, identifiera ce dont une entreprise a vraiment besoin et consacrera ses rares efforts à cela. C'est ce qu'on appelle la base invisible, ou comme vous pourriez l'appeler dans la vie de tous les jours, le strict minimum. Et peu importe ce que diront les communiqués de presse ou leur publicité, c'est ce que les entreprises veulent réellement. Pas l'excellence, mais la stabilité. C'est vrai pour les employés à tous les échelons de l'échelle hiérarchique. Certaines enquêtes montrant qu'en 2026, un incroyable 65% des travailleurs ont finalement choisi la stabilité de l'emploi plutôt que l'avancement de carrière. Peut-on vraiment reprocher à quelqu'un cet état d'esprit ? La plupart vivent au jour le jour, comme les entreprises aux marges très faibles. C'est ce qui rend le seuil invisible si attrayant pour les chanceux qui finissent par obtenir des postes salariés. Plutôt que de travailler à plein potentiel en permanence, vous pouvez réorienter vos priorités vers des tâches très visibles, mais peu productives. Autrement dit, faire semblant de travailler, alors que vous passez surtout votre temps à vous détendre. Les experts nomment cela le théâtre de la productivité ou travail performatif, où les employés utilisent des astuces pour tromper leurs superviseurs et paraître très attentifs. Vous reconnaîtrez peut-être ces tactiques sur votre lieu de travail. Si vous avez déjà assisté à une réunion, vous avez vu cette personne qui ne contribue jamais vraiment. Mais dès que les apparences comptent, ils deviennent tout de suite concentrés. Ce sera la personne qui acquiesce avec une expression réfléchie, qui semble prendre des notes, qui répond, ou qui intervient même de temps en temps. Tout cela vise à ce que le patron croie qu'ils sont les plus investis dans ce travail. Si votre entreprise utilise Microsoft Teams, Slack ou d'autres logiciels de messagerie collaborative, il est probable que le parasite les maîtrise aussi. C'est la personne qui est toujours en ligne, peut-être parce qu'elle utilise un simulateur de mouvement de souris pour tromper le système. Si vous envoyez un message, vous pouvez vous attendre à une réponse presque immédiate. Ils ne sont pas vraiment occupés, mais rester disponible via les services de travail donne juste l'illusion qu'ils travaillent. À moins que vos superviseurs n'investissent tout dans un logiciel de surveillance avancé, ils s'en sortiront sûrement. C'est si courant que même les responsables des entreprises de communication ne peuvent l'ignorer. Christina Janser, vice-présidente principale de la recherche et de l'analyse chez Slack, a déclaré « Nous observons dans nos recherches plus larges que les employés de bureau se sentent obligés de montrer qu'ils travaillent plutôt que de se concentrer sur l'atteinte de leurs objectifs. Et cela a du sens. Le premier objectif est plus facile que le second. Et comme nos enquêtes l'ont révélé, parfois même atteindre le second ne vous donnera pas les résultats que vous espérez. Si vous faisiez une supposition sans information, vous pourriez penser que le parasite ici est la brebis galeuse isolée qui gâche le groupe en faisant baisser la moyenne collective. Et vous auriez tort. En fait, les travailleurs acharnés sont des anomalies, défiant la médiocrité en entreprise en surpassant les attentes. Une étude menée en 2023 a révélé que 43% des employés dans un échantillon de 1000 personnes utilisèrent jusqu'à 10 heures de leur semaine de travail uniquement pour mettre en scène leur productivité, au lieu d'accomplir de vraies tâches concrètes. Et cela s'est en fait aggravé avec le temps. Une étude similaire menée en 2025 a révélé que 66% des employés ont admis mettre en scène leur productivité afin de tromper leurs supérieurs. Ils ont aussi demandé aux employés s'ils pensaient sincèrement que leur contribution était évaluée à l'aide d'indicateurs clairs axés sur les résultats, mais seuls 23% ont répondu oui.
Faire semblant de travailler dur est souvent plus pragmatique que de vraiment s'investir. C'est l'un des secrets les moins cachés du monde de l'entreprise aux États-Unis. Rien ne semble être fait pour corriger la trajectoire au niveau systémique. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Les travailleurs paresseux qui survivent développent un 6e sens pour détecter les priorités de leurs superviseurs. Au lieu de chercher l'excellence partout comme les employés qui en font toujours trop, ils s'en tiendront intuitivement exclusivement aux zones d'impact maximal, aux endroits où leurs contributions apparentes, même si elles ne sont guère plus que symboliques, auront un impact visuel et psychologique maximal. Pendant que vous vous cassez le dos à vous assurer que quelque chose que la plupart des gens ne remarqueront même pas soit parfait, le collègue qui fournit un effort minimal passe pour le super-héros du bureau. Ce serait déjà assez grave si le parasite du bureau se contentait de s'en sortir avec un minimum d'effort, mais la réalité est encore pire. Chapitre 2. L'incompétence stratégique. Le tir au flanc du bureau profite déjà directement de vous. Leur manière de faire est tellement subtile et insidieuse que vous n'avez peut-être même pas remarqué que cela se produisait. Si vous êtes une femme qui a un petit ami médiocre, vous connaissez sans doute déjà la tactique psychologique de l'incompétence utilisée comme arme. Sinon, découvrir la vérité sur ce que tant des pires personnes de votre vie vous ont fait risque de vous mettre hors de vous. Et c'est parce que l'incompétence utilisée comme arme profite de votre meilleur instinct pour alimenter le pire de quelqu'un d'autre, votre désir de faire les choses correctement, et à temps. L'incompétence comme arme, c'est mal faire exprès pour qu'on délègue la tâche. Les gens le constatent souvent dans leur vie personnelle. L'ami qui ne sait pas conduire et demande toujours d'être emmené. Le partenaire qui prétend que faire la vaisselle est aussi dur que désamorcer une bombe. Vous finissez par le faire à leur place, juste pour que ce soit fait. Ce problème grandit au travail, surtout avec la technologie toujours plus présente dans nos vies. Les nouveaux équipements et systèmes donnent aux parasites du bureau de nombreuses excuses pour prétendre que certaines tâches lui échappent, surtout lors de projets de groupe. Dans ces situations, ils essaieront d'utiliser la puissance pure et simple de la gêne pour vous pousser à prendre la tâche à leur place. Vous leur donnerez une tâche que vous jugez inratable, pourtant ils auront des questions, puis d'autres. Vous savez, il serait déraisonnable d'être en colère contre un collègue qui semble simplement agir de bonne foi. Il pose des questions sur la tâche que vous lui avez demandé d'accomplir. Mais il arrive un moment où vous devez réaliser que faire la tâche vous-même sera plus rapide que d'expliquer en détail comment la faire. Vous pensez vous être facilité un peu la vie, et peut-être que vous vous sentez même un peu mal à l'idée que votre collègue puisse penser que vous avez été condescendant envers lui. Vous ne le savez pas encore, mais vous venez de tomber directement dans leur piège. Ils pourraient aussi sauter cette étape et passer directement à la technique encore plus frustrante de l'incompétence stratégique ou de la lenteur volontaire, où ils vous donneront de l'espoir en essayant réellement d'accomplir la tâche, mais sans aucune sincérité. S'ils ne le font pas mal, ils essaieront plutôt d'avancer à la vitesse d'un escargot jusqu'à ce que la date limite approche, et que vous soyez obligé de les décharger de la tâche.
Voilà la force de l'incompétence stratégique, qui peut nuire fortement à la culture d'entreprise. Demandez à Brianna Perullo, directrice clinique et fondatrice de Ompar Therapy, qui a largement étudié ce sujet. Elle a déclaré, je cite, « Lorsque la mauvaise performance n'est pas corrigée, cela peut démoraliser ceux qui tirent une véritable fierté de leur travail. Cela nuit à la productivité et crée parfois des environnements de travail toxiques où beaucoup d'employés se sentent exploités. Cela devient encore plus risqué quand la cible de l'incompétence stratégique n'est pas vous, mais le cadre intermédiaire au-dessus de vous. C'est là que la véritable pourriture commence à s'installer pour tout le monde, sauf pour le parasite. Mettez-vous un instant à la place d'un cadre intermédiaire et comprenez que, sous bien des aspects, c'est un travail assez ingrat. Vous n'avez pas vraiment le pouvoir des cadres supérieurs, et vos performances au travail dépendent moins de vos propres efforts que du bon vouloir de vos employés qui sont en dessous de vous dans la hiérarchie. Pour faire simple, vous ne pouvez contrôler les employés sous votre responsabilité que jusqu'à un certain point, mais s'ils n'accomplissent pas les tâches demandées, eh bien, c'est vous qui en portez la responsabilité. Il est donc probable que ces cadres intermédiaires adoptent une attitude « tous les moyens sont bons ». Un employé consciencieux se concentre sur le processus, tandis qu'un cadre intermédiaire doit viser les résultats. Si un employé fait preuve d'incompétence, il est logique de réaffecter ce travail à un employé qui a déjà fait ses preuves. À court terme, c'est la décision logique, mais c'est aussi le premier domino d'un enchaînement bien plus vaste et dangereux. Le travail est comme la matière elle-même. Il ne peut pas forcément être créé ou détruit, il peut seulement changer de forme. La forme qu'il adopte après avoir été rejeté par un parasite d'entreprise détermine un phénomène terrible appelé punition de la performance. Pour vous aider à comprendre exactement comment cela fonctionne, nous allons commencer par un terme que vous connaissez probablement, la démission silencieuse. C'est lorsque qu'un employé ne fait rien pour modifier officiellement la nature de sa relation de travail avec son employeur, mais qu'il se déconnecte mentalement. Comme un parasite d'entreprise classique, ils font juste ce qu'il faut pour s'en sortir et rien de plus. Dans cet esprit, un autre nom pour la punition de la performance est la promotion silencieuse. Cela se produit quand des employés très performants obtiennent plus de travail et de responsabilités sans les avantages officiels d'une promotion, comme un nouveau titre, des avantages ou une hausse de salaire. Et son impact négatif sur exactement le type d'employés très performants qui soutiennent ces entreprises est flagrant. Le risque d'épuisement professionnel lié à la surcharge de travail, aux conséquences graves, reste toujours présent. Nous avons parlé plus tôt du fait que des parasites d'entreprise qui utilisent l'incompétence comme une arme peuvent détruire la cohésion culturelle au travail, mais cela devient encore pire lorsque les employés les plus travailleurs subissent une punition de performance. Ces personnes surmenées risquent fort d'en vouloir à leurs collègues incapables de prendre le relais. Cela, à son tour, fait baisser le moral et augmente la probabilité que quelqu'un commette une erreur sur un projet important, alors qu'il est soumis à une énorme pression de travail. Les dominos tombent, seuls les parasites échappent aux conséquences. Ce n'est pas le système qui rejette sa programmation, c'est simplement ainsi que cela doit fonctionner aujourd'hui. Et le plus cruel, c'est que même si le travailleur acharné reçoit une petite augmentation de salaire à la suite de cette punition de la performance, cela peut malgré tout être une malédiction déguisée. Désormais, le travailleur acharné coûte plus cher que le parasite, et risque donc davantage d'être licencié lors de réduction d'effectifs. Chapitre 3. Le hachoir des ressources humaines. Tout cela vous amène probablement à vous demander « Pourquoi ne les licencie-t-il tout simplement pas ?» C'est là que nous découvrons un autre sombre secret. Les faiblesses structurelles et politiques des entreprises modernes font qu'il peut parfois coûter plus cher de licencier un employé paresseux que de le garder. Selon des études et des entretiens menés par la Society for Human Resource Management, le coût total pour embaucher un nouvel employé peut représenter entre 50 et 200% du salaire du poste. Cela signifie que si vous embauchez pour un poste qui paie $60 000, vous pourriez dépenser $180 000 ou plus pour pourvoir ce poste. Cela s'explique car licencier un employé seulement pour sa médiocrité délibérée est un vrai cauchemar administratif. Cela requiert souvent plusieurs plans d'amélioration des performances, non pas pour les droits légaux de l'employé, mais comme preuve interne pour se protéger de poursuites. De nombreuses réunions et procédures sont à respecter, et si le dossier est imparfait ou l'employé rancunier après son licenciement, l'employeur risque des poursuites judiciaires. Les vrais coups surviennent lors de l'embauche du remplaçant d'un employé. Ann Kitcha, superviseur du développement des talents au Columbus State Community College dans l'Ohio, explique:
Rencontrer des candidats, examiner les dossiers, organiser des entretiens et décider prend du temps qui pourrait servir à atteindre les objectifs de l'organisation. C'est donc sûrement lié au retour sur investissement. Entretien, formation, période de vacances du poste, où les plus bosseurs devront continuer à absorber la charge. Au final, mieux vaut laisser le problème. C'est la solution la plus simple. Cependant, les entreprises doivent faire bonne figure. L'excuse officielle pour laisser tous ces problèmes s'envenimer est l'importance de maintenir la stabilité. N'est-ce pas la priorité absolue pour une entreprise saine? Après tout, chapitre 4. L'effet mère morte. Une partie de la raison pour laquelle les calculs derrière toute cette folie sont aussi faussés, c'est que des études ont montré que franchement, la stabilité peut être largement surestimée dans le monde de l'entreprise. En fait, ce qui ressemble au confort et à la sécurité d'une main-d'œuvre stable peut en réalité être une illusion qui masque une lente marche vers l'insolvabilité totale. Une étude a révélé que même dans le domaine très réticent au changement du capital investissement, le renouvellement du personnel peut apporter de nouvelles perspectives qui permettent à l'équipe de rester agile. Francesca Cornelli, doyenne de la Kellogg School of Management, a déclaré « Les organisations répugnent au changement. Elles ne se demandent pas si elles doivent mettre à jour les compétences de leur équipe ou recruter de nouveaux talents. Elles finissent par changer leurs équipes, mais seulement quand il est trop tard. » Et qu'est-ce que cela signifie exactement? Dans ce cas, qu'il soit trop tard, Bruce F. Webster, professeur adjoint au département d'informatique de la BYU, appelle ce résultat l'effet « mère morte ». Comme la mère éponyme, incapable de vie à cause de son sel toxique, experts et travailleurs finiront épuisés et aliénés par un environnement professionnel toxique. Petit à petit, ils partiront, comme l'eau qui s'évapore à la surface de la mer morte. Finalement, il ne restera plus que les employés toxiques, les parasites du travail. Ils sont trop difficiles à licencier, et ne partiront pas car ils ont peu de perspectives d'emploi ailleurs, sans qualification. Les employés performants compensent la toxicité des parasites présents. Mais lorsque le stress finit par les épuiser et qu'ils partent, il ne reste plus qu'un océan entièrement toxique, un écosystème où rien ne peut pousser, et votre entreprise est effectivement condamnée à pourrir de l'intérieur. Tout cela ramène à une vérité simple. Il faudrait être idiot pour essayer d'être l'un des employés performants. Dans l'industrie de l'ingénierie logicielle, seule une fraction des entreprises sont de magnifiques fleurs parfumées, créant des technologies révolutionnaires qui vont changer notre façon de vivre. Tous les autres ne sont qu'un simple brin d'herbe travaillant sur l'application X, le site web I, ou le grand modèle de langage Z, et la tondeuse finit par passer sur tout le monde. Et les problèmes ici sont systémiques. Ils participent aux sombres calculs régissant ces entreprises. Donc, même si une grande partie des employés d'une entreprise prenaient individuellement la décision de travailler dur et de donner 100% de leur attention et de leurs efforts, cela ne changerait rien. Le système existe de manière à profiter avant tout aux parasites. Alors il est temps de vous demander, travaillez-vous dur ou travaillez-vous intelligemment? Vous cherchez plus de raisons de détester l'Amérique des entreprises. Regardez, le rêve américain est mort, les millénials sont anéantis. Ou regardez ceci.